On poursuit ce Lex Inside, on va parler défense des actionnaires avec mon invité Johan Lisowski, avocat fondateur du cabinet Lisowski Avocat. Johan, bonjour. Bonjour Arnaud. On va décrypter ensemble les moyens de défense des actionnaires. Tout d'abord, quels sont les principaux recours dont disposent les actionnaires lorsqu'ils estiment avoir été victimes d'informations trompeuses ou de pratiques préjudiciables? Alors, il y a principalement deux recours, Arnaud. Vous avez une procédure pénale. Pour diffusion d'informations trompeuses, vous pouvez effectivement déposer une plainte. Mais notre cabinet s'oriente vers un autre système qui est en fait des procédures civiles, qui sont beaucoup plus simples à mettre en place. Et il ne faut jamais oublier que dans le cas des procédures civiles, c'est l'avocat qui est maître du temps, maître des horloges. Donc, depuis quelques années, nous unissions des procédures civiles sérielles, comme on dit, avec entre 15 et une centaine de personnes à peu près, contre des sociétés cotées, contre des dirigeants pour diffusion d'informations trompeuses. Alors on comprend que l'action collective peut être un dispositif clé pour la protection des actionnaires. Concrètement, comment ça fonctionne une action collective d'actionnaires en France et les étapes clés? Absolument Arnaud. Alors les étapes clés, c'est toujours la même chose. Moi j'ai un actionnaire qui me contacte, qui me dit qu'il y a des problèmes d'informations trompeuses dans sa société. Il revient me voir un mois après avec un groupe d'une trentaine, 50, 60, 100 personnes. Et comment ça fonctionne? Eh bien, nous allons donc devant des tribunaux civils et nous fonctionnons. Alors, on peut appeler ça comme c'est une class action à la française d'une certaine manière. C'est-à-dire que tous les actionnaires se retrouvent sur la même assignation parce qu'ils ont subi tous le même préjudice. D'accord. Donc, on peut, sous certains aspects, considérer qu'il s'agit d'une... Alors, évidemment, il y a des différences de niveau et de degré par rapport aux États-Unis, mais on peut appeler ça, pourquoi pas, une class action à la française. Pour aller plus loin, c'est quoi les avantages et les limites de ces actions? Alors, les avantages, ils sont nombreux. L'avantage, alors comme je vous le disais, on est donc devant une procédure, devant des juges civils. Donc, c'est moi qui fixe les règles du jeu. Il n'y a pas de procureur, il n'y a pas de juge de l'instruction, donc c'est beaucoup plus simple. Et il y a aussi un gros avantage pour les actionnaires, c'est de mutualiser les honoraires entre eux. Ces procédures sont très longues. Est-ce que c'est coûteux? Alors, ça dépend du nombre d'actionnaires, Arnaud. Vous avez, si effectivement il y a 15 actionnaires, ça coûte un prix. En revanche, plus il y a d'actionnaires et le montant des honoraires fixes sera bas. Voilà. Et donc, ça, c'est principalement un intérêt que recherchent les actionnaires dans le cadre de nos procédures. Voilà. Et est-ce qu'il y a des inconvénients? Alors, j'en vois peu. Encore une fois, il n'y a que des avantages dans ce type de procédure. J'ai la main sur la procédure. Les actionnaires les honoraires sont peu élevés pour les actionnaires. Les inconvénients dans ce type de procédure, c'est qu'on se heurte à des manœuvres dilatoires des parties adverses. De quel type? Qui soulèvent des incidents. Par exemple, on va souvent devant des tribunaux de commerce et on a des actionnaires, les avocats des sociétés que nous attaquons qui disent qu'il y a une incompétence du tribunal de commerce en la matière puisque l'information trompeuse est un domaine réservé exclusivement au domaine pénal, alors que non, pas du tout. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. On peut aller devant des juridictions civiles lorsqu'une société cotée diffuse des fausses informations. Voilà. Et alors, je rajoute ce point. À chaque fois qu'on a eu un incident qui nous a été opposé par le confrère des personnes que nous attaquions, nous avons toujours gagné. Alors, ça ralentit un peu la procédure, Arnaud, mais au final, vous arrivez à vos fins. Exactement. Et on peut se targuer au cabinet. Aujourd'hui, au jour où je vous parle, on a gagné absolument tous nos procès. Voilà. Alors, malgré tout, vous avez parlé des incidents d'instance. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés dans la défense des actionnaires? Alors, il n'y a a priori aucune difficulté dans la défense des actionnaires.
pour peu que le fond du dossier soit sérieux. C'est-à-dire Ça que, veut dire quoi un dossier c'est-à-dire sérieux? que avant d'aller sur un dossier, on fait des analyses très poussées. Nous faisons des analyses, des études, des notes. Et on commence à avoir l'habitude pour noter et déterminer les informations trompeuses sur tous nos dossiers. À partir de là, moi, je transmets cette note au groupe d'actionnaires et les actionnaires décident d'y aller. Et ensuite, après, effectivement, il y a des problèmes un peu matériels comme les honoraires. Mais tout ça, à partir du moment où le dossier est solide, j'emporte la conviction et l'adhésion de mes clients. Alors, on comprend que l'accompagnement par un avocat spécialiste comme vous de la défense des actionnaires est clé dans ce type de dossier. Concrètement, c'est quoi votre rôle? Alors, mon rôle, c'est tout d'abord, évidemment, le rôle de l'avocat, c'est-à-dire écrire l'assignation et les points de droit. Mais il y a un rôle aussi humain et de fédérateur pour ce groupe d'actionnaires, qui peut être, je vous le rappelle, on a gagné un procès en 2023, en novembre 2023, Arnaud, et on avait 120 actionnaires sur le coup. Donc, c'est compliqué De fédérer tout le monde. Vous avez effectivement des actionnaires qui ont des avis divergents, mais au final... finalement, quand vous avez les bons arguments, vous emportez toujours l'adhésion du groupe d'actionnaires. Et évidemment, vous avez certains qui sont jamais d'accord, comme dans tous les groupes. Bien sûr. Eh bien, à ce moment-là, la majorité l'emporte. Pour finir, est-ce qu'il y a des évolutions qui seraient souhaitables, tant au point de vue législatif, du cadre juridique, que de la jurisprudence? Alors, sans être imbu de ma personne, nous, au cabinet, on contribue à créer la jurisprudence. Depuis 3 ans, on a eu 4 décisions positives. Il y avait très peu d'actions avant comme ça. Et alors, le seul point que je vois, ça serait effectivement d'améliorer la vitesse de la justice. Comment on pourrait faire? C'est au législateur, ça, de prévoir? C'est au législateur, mais c'est vrai que on a des procédures qui durent beaucoup de temps et qui pourraient être beaucoup plus courtes si si la justice faisait vraiment son travail. Et ça ne tient pas à la complexité des dossiers eux-mêmes? Non. Ça tient pas à la complexité des dossiers eux-mêmes. Je vous donne juste un exemple. Lorsque vous avez un confrère qui ne conclut pas et qui a une injonction de conclure en face, à une prochaine audience, et que à cette prochaine audience, le juge lui accorde une nouvelle injonction de conclure, c'est du laxisme. On va conclure là-dessus. Merci Johan Lisowski. Je rappelle que vous êtes avocat, fondateur de Lisowski Avocat. Merci Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.